Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles histoires. Comme d'habitude ici, pas de visage, juste une voix, un masque et ce qu'il faut pour te faire frissonner. Alors pour la première histoire, direction un petit village en Normandie où tout semblait paisible en apparence, une histoire oubliée, banale, mais dont les détails glacent encore le sang. Voici l'affaire Jean-Yves Morel et les silences qu'on aurait préféré ne jamais briser. Alors aujourd'hui, je vous amène dans une histoire vraie, pas une de celles qu'on entend à la télé tous les jours. Celle-ci est restée dans l'ombre, et pourtant, elle est glaçante. Jean-Yves Morel, un nom inconnu pour la plupart d'entre vous, mais ce nom est associé à une maison qui a été surnommée par les enquêteurs eux-mêmes la maison de l'horreur. Ce n'est pas un tueur en série comme on en voit dans les films, il n'avait pas le profil typique d'un tueur en série, pas de regard noir, pas de passé criminel, il avait une femme, des enfants, un boulot stable, et pourtant, il est passé à l'acte. Jean-Yves Morel a 35 ans. Il est technicien de laboratoire dans un petit centre médical de Normandie. Il vit à Fresnay, un village calme, presque figé dans le temps. Marié, père de deux enfants, il vit une vie qu'on pourrait qualifier de rangée. Il se rend au travail à vélo, dit bonjour à ses voisins et emmène ses enfants à l'école. Ses collègues le trouvent réservé, poli, méticuleux dans son travail. Il ne fait pas de vagues, un homme banal parmi tant d'autres. Mais derrière cette routine, quelque chose cloche. Jean-Yves est obsédé par le contrôle. Tout doit être à sa place. Chaque minute de sa journée est réglée. À la maison, il est autoritaire, un peu trop perfectionniste. Ses proches ne s'inquiètent pas. Il passe pour un homme rigide, un peu maniaque, mais rien d'alarmant. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, pas de problème avec l'alcool ou la violence. Mais ce que personne ne voit, c'est que Jean-Yves vit dans une tension permanente. Il cache une frustration, une forme de haine froide, silencieuse. Et cette colère, il va la rediriger vers des proies inattendues. Le monstre dort en silence jusqu'à ce qu'il se réveille. La première disparition a lieu en avril 1996. Marilène Rousset, 17 ans, ne rentre pas chez elle après une sortie chez sa tante. Sa famille est inquiète, mais les gendarmes évoquent d'abord une fugue. Marilène est une ado discrète, studieuse, pas le genre à tout plaquer du jour au lendemain. Ce que peu de gens savent, c'est que Marilène est la belle-sœur de Jean-Yves. Elle vient parfois dormir chez lui avec sa sœur. Jean-Yves est interrogé, comme tout le monde. Il dit ne rien savoir. Calmé, posé, crédible, sa version passe comme une lettre à la poste. L'enquête piétine, et puis un an plus tard, en juin 1997, une autre jeune femme disparaît. Cette fois-ci, c'est Elisabeth Griffin, 23 ans. Elle est étudiante en chimie à Rouen. Elle faisait un stage, et devinez où? Dans le même laboratoire que Jean-Yves. Là encore, elle disparaît sans laisser de traces. Pas de cris, pas de lutte. Les enquêteurs commencent petit à petit à faire des liens. Deux jeunes femmes, toutes les deux proches de Jean-Yves, qui disparaissent. Mais ils restent insaisissables. Pas de preuves, pas d'aveu, pas d'inculpation. Et pendant que tout le monde cherche les deux jeunes femmes, Jean-Yves, lui, continue sa vie, comme si de rien n'était. Pendant 2 ans, les enquêteurs cherchent, mais rien ne bouge. Et puis en 1998, un petit détail va tout faire basculer. Un voisin remarque que Jean-Yves a coulé une dalle de béton dans son garage sans raison apparente. Il a aussi planté un arbre dans un coin précis du jardin. Curieux, les gendarmes décident de faire venir un géoradar, un outil qui permet de scanner le sol sans creuser. Ce qu'ils trouvent sous la dalle, c'est un corps, et sous l'arbre, un autre. L'un a été étranglé, l'autre a été ligoté. En plus d'avoir ligoté le deuxième corps, il l'a enterré vivant. Les identifications sont claires et rapides. Ce sont bien Marilène et Elisabeth. Les enquêteurs perquisitionnent la maison. Ils découvrent que Jean-Yves avait soigneusement tout préparé. Il avait gardé des objets personnels des victimes, comme des trophées. Mais surtout, il avait tout planifié. Le béton, les horaires, les endroits choisis, même les dates. Rien n'est dû au hasard. Jean-Yves est arrêté sur le champ, et face aux preuves, il passe aux aveux. D'une voix calme et sans émotion, il avoue tout ce qu'il a fait. Le procès de Jean-Yves Morel s'ouvre en février 2000. La salle est pleine. Famille, journalistes, voisins, tous veulent comprendre pourquoi et comment. Jean-Yves reste impassible. Il ne pleure pas, il ne s'énerve pas. Il raconte les faits avec un calme glaçant. Il explique qu'il se sentait méprisé, invisible, qu'il avait besoin de reprendre le contrôle sur sa vie. Marilène, dit-il, l'agaçait. Il la trouvait trop curieuse. Il avait peur qu'elle découvre certains secrets. Quant à Elisabeth, elle l'aurait humilié en refusant ses avances. La cour l'écoute, abasourdie. On parle d'un homme sans âme, d'un psychopathe froid, méthodique. La sentence tombe, réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Le public sort en silence. La maison de Jean-Yves, celle qu'on appelait avant le petit pavillon tranquille, devient la maison de l'horreur. Elle sera rasée un an plus tard. L'histoire de Jean-Yves Morel fait froid dans le dos, parce qu'elle nous montre une vérité terrifiante. Le mal n'a pas toujours un visage de monstre. Parfois il a celui d'un voisin sympa, d'un collègue discret, d'un père de famille sans histoire. Jean-Yves Morel n'est pas un fou sanguinaire.
Il était organisé, calculateur, glacial. On va passer à la deuxième histoire. C'est une affaire que peu de gens connaissent et pourtant elle aurait pu arriver à n'importe qui. Tout commence dans une petite commune de l'Est de la France, au milieu des années 2000. Un couple avec un petit enfant achète une vieille maison, un pavillon modeste dans un village calme. Mais derrière les murs fissurés et les volets en bois, il y a un secret. Quelque chose d'inavouable s'est produit derrière ces murs. Cette maison appartenait à un homme du nom de Léonard Fournel. Alors, en 2006, Claire et Julien sont un jeune couple trentenaire. Ils quittent Strasbourg pour s'installer à la campagne, plus précisément à Ville-sur-Trait, un village reculé mais charmant. Ils achètent une maison abandonnée depuis une dizaine d'années. Un bon prix, pas de travaux majeurs, juste un peu d'humidité et des toiles d'araignée. Les anciens voisins leur parlent vaguement de l'ancien propriétaire, Léonard Fournel, un vieux célibataire un peu bizarre qui est parti du jour au lendemain. La maison est sombre, les pièces sont étroites et surtout, le grenier est verrouillé. Alors, ce qu'il y a d'intriguant, c'est que le grenier n'est pas verrouillé avec un simple loquet. Non, il est verrouillé avec une grosse chaîne cadenassée. Julien est bricoleur, il finit par faire sauter la chaîne. À l'intérieur du grenier, des vieux cartons, des vêtements jaunis et une chaise en plein milieu de la pièce. Il rigole seul en se disant que ça ferait un bon décor de film d'horreur. Mais à partir de ce jour-là, Claire commence à entendre des bruits la nuit, des grincements au plafond, comme si quelqu'un marchait au-dessus d'elle, alors que le grenier est bel et bien vide. Les jours passent et les bruits deviennent de plus en plus insistants. Parfois, Claire croit entendre un chuchotement juste au moment où elle s'endort. Julien, lui, ne les entend jamais. Il pense qu'elle est fatiguée et qu'elle se fait des idées. Un soir, pendant qu'il est au travail de nuit, Claire est seule à la maison avec le bébé. Il est minuit quand elle entend quelqu'un courir dans le grenier. Elle monte avec une lampe torche, en tremblant, mais le grenier est vide. Mais cette fois, elle est sûre, en plus d'entendre quelqu'un courir, elle a entendu une voix d'homme. Apparemment, selon les dires de Claire, la voix lui aurait murmuré: «Je suis encore là». Le lendemain, elle insiste pour qu'ils installent une caméra dans le grenier. Julien accepte pour la rassurer. La première nuit, il ne se passe absolument rien. La deuxième nuit, la caméra filme un mouvement flou à 3h17 du matin et le son capte un petit gémissement. C'en est trop pour Claire. Dès le lendemain, elle décide de fouiller les affaires dans le grenier. Dans une boîte en fer rouillé, elle tombe sur une lettre, des photos et un carnet. Un journal intime tenu par Léonard Fournel de 1978 à 1995. Dans ce journal intime, Claire trouve vraiment des choses très troublantes. On peut y retrouver: «Elle pleure encore, je lui dis de se taire, elle ne veut pas manger, donc je la nourrirai moi-même. Le sol du grenier est solide, je suis le seul à avoir la clé». Quand Claire lit ça, elle le dit aussitôt à Julien. Tous deux pensent d'abord à une maladie mentale, une forme de délire. Mais dans une lettre séparée datée de 1983, Léonard écrit à son frère: Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'ai jamais voulu faire ça. Je n'endors plus la nuit. Elle me parle la nuit. Face à toutes ces découvertes, le couple est un peu abasourdi. Pris de panique, il décide d'en parler au maire. Un peu étonné, le maire fait le lien avec une affaire qui s'est déroulée dans les années 1980. Une certaine Sophie Messner a été portée disparue et jamais retrouvée. Le couple décide donc de fouiller complètement le grenier, pas juste de regarder. Il démonte le plancher, latte par latte. À la cinquième planche, l'odeur devient insoutenable, et sous une bâche de plastique, il découvre un crâne, puis un squelette complet, attaché avec du fil de fer. La police est donc appelée sur le champ. L'analyse ADN est formelle. Les restes sont ceux de Sophie Messner, disparue 14 ans auparavant. Léonard Fournel l'aurait séquestrée pendant des semaines avant de l'assassiner. Le journal confirme ses remords, mais il n'a jamais dénoncé ses actes à la police. Il a quitté la maison en 1995 après une tentative de suicide. Claire est sous le choc. Julien, lui, s'en veut de ne pas l'avoir cru directement. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. 2 semaines après la découverte, Claire veut récupérer les fichiers de la caméra. Elle efface les anciennes vidéos, mais sur la dernière nuit enregistrée, une voix très claire apparaît, et ce n'est pas un murmure. On ne pouvait pas vraiment distinguer ce que la voix essayait de dire, mais en tout cas elle était très colérique. Claire éteint tout, débranche la caméra et jette la carte SD sur le coup de la peur. Mais la nuit suivante, le bébé se réveilla en hurlant. Dans sa chambre, il y avait des empreintes de pas sur le parquet. Le couple décide donc de quitter la maison définitivement. Aujourd'hui, la maison est toujours là, fermée, à l'abandon. Personne n'a voulu la racheter, et certains habitants du village disent que parfois la nuit, ils entendent une voix qui pleure qui provient de la maison. Cette histoire nous rappelle que certaines maisons gardent bien leurs secrets. Parfois, ce ne sont pas les murs qui sont hantés, mais bel et bien les actes qui ont été commis.